Deuxième partie du reportage consacré aux nouveautés de la saison 2024 à la Cité du Train à Mulhouse. Après les Y Expériences, je vous propose de nous intéresser aux cabines expériences. S'il est un regret que l'on peut avoir quand on visite ce musée, c'est bien de ne pas pouvoir accéder à l'intérieur des engins exposés. Défaut désormais partiellement corrigé, puisque les plus passionnés des visiteurs pourront, dès cette année, s'offrir le petit privilège de pouvoir se hisser à bord de 3 machines. Une vapeur, la 141R Mikado, une électrique, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la CC 7107, détentrice du record du monde de vitesse sur rail de 1955, et une cabine de TGV Sud-Est. Ces visites sont proposées le lendemain des journées Y Expérience. Elles sont animées par le même groupe de bénévoles, d'anciens cheminots, pour la plupart d'entre eux conducteurs de train quand ils étaient encore en activité, qui ne demandent qu'à partager leur passion en faisant découvrir aux visiteurs intéressés la conduite de ces différents engins. On va s'offrir aujourd'hui un baptême de conduite d'une locomotive à vapeur en suivant l'un d'entre eux à bord. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. S'il est une série de machines emblématiques de l'ère de la vapeur après-guerre, c'est bien celle des 141R, puisque plus de 1300 d'entre elles, directement importées des États-Unis et du Canada, ont circulé en France. Des locomotives qui ont introduit sur le réseau ferré national toute une série d'innovations. Celle que l'équipe de bénévoles a choisi de mettre en avant cette année est une machine au fioul, la 141R 1187, qui fait partie d'une série de locomotives à vapeur commandées par la SNCF Outre-Atlantique pour faire face à une pénurie de machines. Après-guerre, sur les 17 500 locomotives que comportait le parc SNCF, il ne restait que 6 000 engins moteurs qui étaient en route, qui pouvaient tourner. Et sur les à peu près 3 000 engins qui avaient été réquisitionnés par l'Allemagne, seuls 300 sont revenus d'Allemagne. Donc, il manquait énormément de transport, alors que le pays avait besoin justement de ce transport afin de pouvoir retravailler au niveau sidérurgie et faire tout ce qu'il fallait pour remonter la France. Donc, dès le premier trimestre en 1944, une mission SNCF qui se trouvait au Maroc, comprenant la problématique qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 ans après, sont montés en Amérique. Et directement, ils ont discuté avec les Américains sur un contrat de locomotive. Alors, ce qu'ils recherchaient, et ce que recherchait déjà la SNCF juste avant la guerre, c'est de trouver une machine simple à conduire, confortable, qui revenait pas trop cher au niveau maintenance et qui était un petit peu polyvalent. Donc, ils ont trouvé donc cette 141R qui fonctionnait déjà en Amérique, mais il a fallu la réadapter au système français. Bon, un certain nombre de choses devaient être rajoutées au niveau sécurité, et puis en particulier, ici, on conduit à gauche, alors qu'en Amérique, on conduisait à droite. Donc, une première commande de 500 engins donc a été passée par la SNCF. C'était à l'époque que des charbonnières. On ne passait que charbon. Donc, très rapidement, les fonds ont été trouvés pour d'autres engins moteurs, et il y a un deuxième contrat qui a été passé, qui comprenait effectivement 640 machines. Alors, vous allez me dire, 700 plus 640, c'est 1340. Et pourtant, nous n'avions que 1323 locomotives qui sont arrivées, parce que le Belle Pamela, un bateau qui transportait 17 machines, a malheureusement sombré. Et donc, il y a 17 de ces machines qui sont encore au fond de l'eau. Donc, ces machines, elles ont été vraiment très intéressantes pour la SNCF, parce que elles ont complètement modifié le système SNCF. Avant, chaque machine avait son conducteur et son chauffeur. Donc, c'était des machines qui étaient difficiles à conduire. Ils avaient du compound et c'était vraiment compliqué. Et donc, on avait besoin de gens qui étaient expérimentés. L'arrivée de ces machines-là, très simple, on fait réaliser la montée en roulement d'un certain nombre de conducteurs qui n'auraient pas pu le faire sans ces machines, sans cette simplicité-là. Ce qui fait que, effectivement, on a retrouvé ces machines qui étaient en libre service, je dirais. Il n'y avait plus une machine avec son conducteur et son chauffeur, mais une équipe qui travaillait sur une machine lambda. Par contre,
au niveau des dépôts, tout ce qui tournait autour en maintenance, le graissage, la mise en route de la machine, etc., était fait par des équipes sur place. Souvent, c'était des conducteurs qui étaient descendus de machine et on leur permettait effectivement de continuer à travailler sur ces machines. Alors, c'était des machines robustes qui ne tombaient pratiquement pas en panne. Au niveau maintenant, elles étaient meilleures en temps de maintenance que tout le reste que l'on possédait. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. En anecdote, comme nous avions la montée de l'électricité et la diminution de la vapeur, nous avions des machines 241P qui faisaient des rapaces et qui étaient autorisées à 140 km/h et qui côtoyaient les 2D2 qui arrivaient, qui roulaient aussi à 140. Quand une 241P tombait en panne, on la remplaçait par une 141R qui était autorisée qu'à 100 km/h. Vous allez me dire nécessairement, on prenait du retard. Eh bien non, parce que c'était des machines qui étaient tellement puissantes, simple expansion, qui permettaient d'aller très vite et d'accélérer très vite, ce qui fait qu'elles gagnaient du temps en montée en puissance et elles tenaient la vitesse et elles tenaient la route à 100 km/h. Donc ce sont les machines qui ont été réparties dans quel dépôt? Alors elles sont arrivées d'abord dans l'Est parce que l'Est, on manquait de machines polyvalentes. Alors comme c'était des charbonnières, elles suivaient effectivement le charbon. Donc il y avait de la houille de côté sidérurgie en Lorraine et puis ensuite elles ont basculé du côté nord. Puis ensuite elles ont basculé effectivement du côté sud-est. Mais les 700 premières étant charbonnières, les 640 autres qui sont venus derrière, 284 ont été effectivement destinés au fioul. C'est d'ailleurs une machine au fioul que nous avons. Et étant donné que nous avions des problématiques de charbon à cette époque-là, on n'avait pas assez de charbon, il fallait savoir quand même que la SNCF employait 9 millions de tonnes de charbon pour sa charge en vapeur. Donc, il fallait réduire le charbon pour la vapeur SNCF afin de la donner à la sidérurgie. Donc, 320 des machines charbonnières ont basculé côté fioul. La transformation se faisait en moins d'une semaine. Donc, c'est quand même très appréciable. Et à un moment donné, on avait 604 machines qui étaient au fioul. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que le fioul est devenu très cher et on a repris une vingtaine de ces fioul-là et on les a rebasculés charbon pour gagner un peu d'argent au niveau achat du fioul. Alors, c'est une machine très très simple. Cette machine, elle est à simple expansion avec un réchauffeur, effectivement, qui permettait de réchauffer l'eau froide par la sortie de la vapeur et qui permettait donc d'engager déjà de l'eau chaude à l'intérieur de la chaudière. C'est donc une 100, donc un essieu porteur, 41, donc 4 essieux moteurs et un essieu porteur à la fin. Les 700 premières machines avaient un bâti qui était soudé. Ensuite, on est passé à un bâti qui était d'une seule pièce. Donc ça permet une meilleure rigidité et moins de problèmes au niveau de maintenance. Donc vous avez des roues box-box. Donc les premières étaient à roues à rayon. Puis ensuite nous avons eu une partie de la deuxième commande avec des roues box-box uniquement sur les roues qui étaient tractionnaires. Puis ensuite les 200 dernières ont eu les 4 roues box-box. Donc ensuite, ce que nous pouvons dire, l'avantage aussi, c'est que nous avions des graisseurs qui étaient automatiques. Ça a été un grand avantage. Le mécanicien, en fin de compte, lui, il ne travaillait que sur les graissages des bielles et le graissage de certains graisseurs qui étaient un petit peu particuliers. Mais au lieu de travailler 1 heure sur sa machine, avant de partir, il mettait 5 à 10 minutes. Donc, il tâtait quand même les bielles pour voir si elles n'avaient pas de chauffé. Donc, en 10 minutes, un quart d'heure, il avait fait le tour de sa machine et il savait ce qu'il en était. On a nécessairement un bicelle sur les machines. Donc, la majeure partie ont un bicelle qui a été monté en plusieurs pièces. Oui. Par contre, les 200 dernières, comme celle-là, a un bicelle qui est d'une seule pièce. Ça aussi, ça permet effectivement d'avoir plus de maîtrise et puis une situation meilleure au niveau de la prise des courbes. Alors, c'est une machine qui avait un tablier au niveau chauffe
qui était assez grand parce que le fuel a une particularité. Il monte en puissance, en température beaucoup plus que le charbon. Le charbon, on est sur du 1350 degrés, alors que sur le fioul, on est sur du 1700 degrés. Donc, pour accepter une machine au fioul, on était obligé d'avoir un tablier très très large. Il fait 5,16 mètres carrés. Donc, les locomotives SNCF avaient des tabliers beaucoup moins importants. Et on ne pouvait pas accepter la chauffe au fioul parce que la température était beaucoup trop élevée. C'est pour ça que c'était pratiquement les seules machines qu'on pouvait travailler avec du fioul. On avait une génératrice là-haut qui travaillait, on la voit ici, qui travaillait pour produire de l'électricité. Alors, c'était très intéressant parce que ça produisait une lumière blanche, alors qu'avant, on était sur du tungstène, des choses comme ça. Donc, c'était plutôt une lumière jaune. Rien que cette petite chose-là permettait au conducteur d'avoir une vision bien meilleure en cabine de conduite. Alors, cabine de conduite aussi avec un confort qui a été bien supérieur, puisque pour la première fois, le conducteur et son chauffeur pourraient travailler assis. D'ailleurs, la SNCF au départ avait demandé à supprimer ces sièges. Or, si on supprime ces sièges, on n'arrive plus à la conduire. Parce que c'est justement en position assise que le chauffeur et le conducteur ont les manettes les plus proches d'eux. Donc, ils pouvaient vraiment travailler assis. Alors, ce qui a été formidable, c'est que les 700 premières ont été construites en exactement 11 mois. 3 machines sortaient tous les jours des chaînes. Alors, on avait quand même 3 entreprises américaines qui travaillaient sur la construction de ces engins. Et puis, par la suite, pour la deuxième série des 640 autres, ces entreprises ont été conservées, mais les Canadiens, 2 entreprises canadiennes, ont permis d'accélérer encore le mouvement. Donc, en fin de compte, sur les 1323 machines, eh bien, elles sont arrivées en France en 2 ans. Donc, 2 ans, alors que, pour la petite histoire, je crois que ce sont les 241P. La Alstom a mis 4 ans pour en fournir 35 à la SNCF, entre 48 et 52. Donc, vous voyez un peu la différence. À ce moment-là, il faut savoir aussi que les usines tournaient au ralenti, puisque la majeure partie des usines étaient détruites, en particulier les ateliers SNCF. Alors, cette machine était produite, prenait le bateau, mettait 12 jours pour venir entre l'Amérique et la France. À l'arrivée de la France, alors les bielles étaient démontées, il y avait un certain nombre de choses qui étaient démontées au niveau de la cabine de conduite afin de pouvoir les mettre par 4 ou par 5 dans les bateaux, bateaux spécialisés. Donc, une fois arrivé, on faisait partir la machine sur un dépôt et sur ce dépôt, on remettait les bielles à bord, on la chauffait, on faisait les dernières montées de particularités françaises donc sur cette machine, et en l'espace de 8 jours, elle était prête pour partir. Et elle faisait ses premiers tours de roue, parce qu'on en avait vraiment besoin. On va maintenant monter à bord de la machine pour s'intéresser dans un premier temps au tender qui ne contenait pas du charbon, je vous le rappelle, mais du fioul. C'était du fioul lourd, faut jamais l'oublier. Donc il fallait réchauffer ce fioul afin de pouvoir travailler avec. Donc c'est pour ça qu'on utilisait en fin de compte la chauffe pour réchauffer effectivement le fioul du tender afin de pouvoir avoir cette fluidité qui permettait de l'utilisation. Donc là on a donc une pression, et cette pression, elle devait être de 7 à 8 afin de pouvoir utiliser ce fioul. Alors, c'est ce qui est la particularité aussi de ces machines. Ces machines pouvaient prendre la vapeur de l'extérieur. Donc très souvent, quand on avait des machines au fioul, on travaillait avec une prise d'air extérieure. Donc, on montait à 6 la pression de la machine grâce à la chauffe extérieure, afin de pouvoir engager tout de suite une chauffe au fioul
qui permettait d'être très rapidement en fonction. Sinon, si au départ, quand il n'y avait aucune pression, on mettait quand même 3 heures pour la mettre sous pression. Donc l'intérêt, c'est d'avoir, par exemple, un chauffage à la vapeur, et ce chauffage à la vapeur des bâtiments de la maintenance permettait de venir prendre la vapeur à l'extérieur et de monter en pression afin de pouvoir très rapidement partir avec. Alors, au niveau de la cabine, donc, on voit très rapidement qu'il y a 2 postes de conduite. Oui. Nous avons le poste de conduite du mécanicien et on s'aperçoit que quand il est assis, il a effectivement la maîtrise du matériel. Le frein, le changement de vitesse, le régulateur, voilà. Donc lui, il avait toutes ces pressions à bord. Donc on retrouve ici des pressions de chauffe, mais on retrouve aussi des pressions pour le frein. Hein. En particulier, ceci, cela, ça c'est du frein. Hein. Voilà. Donc, en fin de compte, il pouvait travailler assis. Et on voit très bien que si on enlève le fauteuil, quand il est debout, bah non, ça marche pas. Hein, ça marche pas. C'est pas fait pour. Donc voilà, il travaillait donc directement et il avait une vue assez simple à l'extérieur. Hein. Il bossait, travaillait beaucoup avec la tête à l'extérieur, mais aussi il avait sa petite vitre et ça lui permettait de voir à l'extérieur. Alors, le chauffeur, lui, son travail, c'était d'avoir effectivement toujours la pression et puis la chauffe de l'eau en fonction. Il fallait toujours que ce soit bien précis. Donc, il avait ici cette manette qui permettait de travailler avec les injecteurs du côté du fuel. Alors, on a un injecteur de fuel qui arrive derrière, en dessous, qui vient chauffer par-dessous. Et l'air passant ici permettait de rabattre de pulvériser ce fuel afin d'avoir une flamme qui soit vraiment très intéressante et qui venait lécher le bout du foyer. Donc ici, il avait un injecteur qui lui permettait d'envoyer de l'eau chaude, mais par contre, cet injecteur, il l'utilisait pratiquement pas. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du réchauffeur extérieur, et grâce à ce réchauffeur extérieur, on alimentait pratiquement la chaudière sans problème afin de pouvoir vraiment travailler sans avoir besoin d'engager l'injection. Sinon, lui, il bossait avec ses manettes afin de pouvoir avoir des pressions qui étaient acceptables au niveau de la vapeur pour que le mécanicien puisse travailler avec cette vapeur. Et puis, on a donc cette partie-là. Alors, je ne vais pas trop insister sur cette partie-là, ça, c'est les auxiliaires. Donc ça, c'est des ouvertures de l'arrivée d'eau dans les pompes, etc., etc. Donc ça, on est sur le système qui permettait, en fin de compte, de mettre en fonction la machine. Donc, on ouvrait certaines vannes, il permettait l'arrivée de l'eau à la pompe à eau froide, on avait une pompe à eau chaude, donc toutes ces choses-là se faisaient grâce à ça. Et une fois que la pression était bonne, en fin de compte, on ne travaillait que sur les 2 postes ici, à ce niveau. Ceci, c'est le régulateur. Oui. Donc, le conducteur marchait toujours régulateur ouvert. C'est ça qui permettait l'arrivée de la vapeur au niveau des pistons et de démarrer la locomotive. Ici, c'est le changement de sens de marche. Alors, vous voyez, c'est une petite manette très facile, mais ça entraînait un piston, effectivement, et donc c'était très facile à changer de sens de marche. Sur les anciennes machines à vapeur, les autres, il y avait carrément une manette qu'il fallait tourner, c'était beaucoup plus fastidieux. Là, c'était un piston qui permettait de travailler facilement. Et ici, vous avez le frein. Vous avez le frein direct qui ne travaillait que sur la machine et sur le tendeur, alors que ce frein automatique permettait de freiner tout le train. Ce sont des machines qui tiraient aussi bien des rames voyageurs que marchandises. Alors, elles étaient dédiées au départ plutôt au train de marchandises et au train de messagerie. Pourquoi? Parce qu'on en avait besoin pour remonter la France. Mais très rapidement, alors qu'elles étaient limitées à 90 km à l'heure, on les a autorisées à 10 km supplémentaires. Donc, elles pouvaient rouler à 100 km à l'heure. Et à 100 km à l'heure, avec leur réactivité au niveau du démarrage, elles arrivaient donc amplement à traîner des trains de voyageurs sans aucun problème et en respectant l'heure, ce qui était formidable.
Pour faire comme moi et monter dans la cabine de cette locomotive, mais aussi dans celle de la CC 7107 et d'un TGV Sud-Est, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Cité du Train pour une prochaine session de cabine expérience. Ces visites ont lieu les dimanches après-midi qui suivent les dates des Y Expériences que je vous ai relatées dans cet autre reportage.